Il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce mardi est Éloine Racineux. Il est responsable du Rassemblement national de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Alors on va citer la ville de Redon, Bain-de-Bretagne, qui font partie de cette circonscription. Bonjour. Tout à fait, merci beaucoup pour votre invitation Stéphane Hamon. Alors on va parler de politique, on va commenter l'actualité politique et il y a beaucoup de commentaires à faire ce matin. Tenez, j'avais envie de commencer de façon peu orthodoxe par un anniversaire. Voilà, il y a un an déjà, nous vivions une dissolution en France. On a entendu ce week-end le président de la République s'exprimer autour de cette dissolution qui ne s'est pas passée finalement tout à fait comme il l'avait imaginé, mais qui n'exclut rien. Voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique du président de la République, le fameux « en même temps ». On court à une autre dissolution selon vous aujourd'hui ? Moi je pense que la dissolution de l'Assemblée nationale est inévitable prochainement. La Chambre des députés est très fragmentée, il n'y a aucune majorité et à l'occasion du budget 2025, Michel Barnier s'est fait censurer et je pense que si François Bayrou continue de mener sa politique comme il le fait aujourd'hui, il risque la censure et il ne faut pas avoir peur de retourner devant les électeurs pour qu'il y ait une nouvelle majorité claire et nette à la Chambre des députés. Donc oui, je pense que la dissolution est quasiment inéluctable. On a entendu déjà le mot censure qui revient un petit peu au devant de la scène, vous l'avez cité vous-même. On a entendu aussi Marine Le Pen s'exprimer autour de la censure en disant finalement ça ne fonctionne pas, on n'exclut rien. Oui, tout à fait. François Bayrou mène une politique qui, pour l'instant, on ne sait pas trop où il va. Ça divague un petit peu. Et si on s'aperçoit que la politique menée par François Bayrou ne va pas dans l'intérêt des Français et des Français, eh bien, nous censurons. Et nous l'avons toujours dit et nous le ferons. Comme nous l'avons fait à l'occasion du budget pour Michel Barnier. On a effectivement cette fracture politique, fracture aussi sociétale. On le voit, les Français ne savent franchement pas tellement où on va en matière de politique, donc ça crée aussi des remous sociaux, une inquiétude, une attente aussi. Et puis il y a ce budget qui est ce qu'il est, c'est-à-dire en grand déficit. Comment le combler, ça eh bien voilà, on n'a a priori pas la réponse pour le moment, mais peut-être de nouveaux impôts, peut-être aussi une certaine façon de se serrer la ceinture, si vous me permettez le terme, pour les Français, et là ça passe pas. Oui, effectivement. Nous, au Rassemblement national, on refuse la création de tout nouvel impôt. On est déjà les champions d'Europe en matière de taux de prélèvement obligatoire. Non, là où il faut regarder, c'est effectivement sur les dépenses de l'État. Alors, ça ne veut pas dire dépenser moins, en tout cas, c'est dépenser mieux. Il y a un certain nombre d'agences d'État où on peut se poser la question de leur efficacité et où il est possible de réaliser des millions d'euros d'économies. On peut aussi réaliser des économies dans le domaine migratoire et dans tout autre sujet en réalité. Donc non, nous au RN, on est contre les hausses d'impôts parce que c'est pas toujours aux mêmes, c'est pas toujours aux travailleurs, aux salariés de financer les dérives budgétaires des gouvernements macronistes qui se faisaient passer en 2017 pour les Mozart de la finance. Avec certaines agences qui touchent directement les Français, parce qu'on le voit là, MaPrimeRénov' est mise entre parenthèses au moins pour l'été, alors peut-être en saura-t-on plus à la rentrée. Est-ce qu'il faut là aussi cibler correctement, parce que si on ferme des agences qui aident les Français, ça risque d'être compliqué. Oui, bien évidemment, il faut cibler, c'est d'où le fait de dépenser mieux. L'idée est de réorganiser, de restructurer l'État pour qu'il soit plus efficace. C'est pas de supprimer des agences pour supprimer des agences, ça n'aurait aucun sens. On a entendu Jordan Bardella s'exprimer lors du meeting qui se tenait ce week-end à Mormant-sur-Vernisson. Je l'ai bien prononcé dans le Loiret. La fête de la victoire, justement autour de cet anniversaire, je ne sais pas comment on peut le dire, de scrutin des élections européennes. On a entendu un leader de Rassemblement national très offensif, particulièrement sur l'Europe, sur la conception européenne. Est-ce à dire que le Rassemblement national s'éloigne de l'Europe ?
Non, je ne pense pas. Il faut pas confondre Europe et Union européenne. Et effectivement, vous avez raison de souligner cette grande fête de la victoire qui s'est tenue un an jour pour jour, pile après notre grande victoire, notre écrasante victoire aux élections européennes. Moi, je fais l'analyse que il y a un vent d'espoir, d'espérance qui se lève sur l'Europe. Hier, il y avait 12 chefs de parti, et même Viktor Orban, chef du gouvernement hongrois, qui étaient présents, nos alliés européens qui étaient présents, et avec qui on porte un projet d'Europe des nations, des peuples et des libertés, dans laquelle les États demeurent souverains sans que l'on ne leur retire à chaque fois de nouvelles compétences sans l'avis des peuples européens. Une Europe des nations et pas une Europe supranationale, finalement. Non, absolument. Une Europe des nations, des coopérations, des grands projets qui se différencient de l'Union européenne technocratique, bureaucratique que l'on connaît actuellement. Nous, au Rassemblement national, ce qu'on reproche à l'Union européenne, c'est son libéralisme à outrance, son ultralibéralisme et ses conséquences dans la vie des Françaises et des Français. C'est de vouloir casser notre système de retraite, de casser notre système d'assurance chômage, de signer des traités de libre-échange à tort-larigot et de faire importer, par exemple avec le Mercosur, de faire importer de la viande bovine d'Amérique latine, alors que dans le même temps on fait le Green Deal et on impose à nos agriculteurs toujours plus de normes et de contraintes, alors que là on va faire importer de la viande qui ne respecte ni les normes sociales ni les normes environnementales auxquelles nos agriculteurs sont confrontés. L'Europe où l'Union européenne aujourd'hui n'est pas une Union européenne qui nous protège. Alors on nous dit oui, l'Union européenne, c'est important face aux États-Unis, face à la Chine, de créer un troisième bloc, un bloc européen pour peser. Oui, mais l'Union européenne aujourd'hui, elle ne nous protège pas. Elle ne nous protège pas. Son logiciel, c'est pas dans son logiciel, et c'est pour ça que nous, on souhaite au Rassemblement national, avec nos alliés, réformer l'Union européenne, et c'est ce à quoi s'attellent nos députés européens qui ont été élus il y a un an à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, on a pointé un peu du doigt le Rassemblement national, en tout cas à gauche ce week-end, avec justement, vous citiez Viktor Orban, des dirigeants qui ont souvent des discours très marqués à l'extrême droite, parfois xénophobes, en tout cas c'est ce que l'on a entendu. Qu'est-ce que vous répondez finalement à cela ? En réalité, la Hongrie, par exemple, vous prenez le cas de Viktor Orban, c'est une société très conservatrice. Et c'est son bon droit, j'ai envie de dire. La Hongrie est un État souverain et c'est le propre de la démocratie. Le peuple décide. Effectivement, il y a certaines mesures prises par Viktor Orban que nous, on ne partage pas. Mais en tout cas, on ne se cache pas derrière ces différences. On sait qu'il y a des différences, qu'elles existent, et c'est le propre d'une Europe des nations, justement, dans lesquelles les États demeurent souverains. On peut avoir des idées communes et puis ne pas être d'accord sur d'autres points. On entend aussi beaucoup à gauche une petite musique qui dit qu'aujourd'hui il faut une Europe des peuples finalement. Alors on parle pas d'Europe des nations, on parle d'Europe des peuples. Finalement les peuples doivent décider, doivent dire ce qu'ils ont à dire. On l'entend par exemple chez LFI qui aussi a une autre conception de l'Europe qui est pas forcément la vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui il faut finalement au moins être d'accord sur un point, c'est qu'on n'entend pas assez le peuple aujourd'hui en France ou en Europe? Oui, c'est tout à fait vrai. À mon sens, oui, on n'entend pas assez le peuple parce qu'on ne veut pas le consulter ou parce que quand on le consulte, on fait autre chose. On peut penser au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Le président de la République qui veut réintroduire du référendum, il l'a dit récemment lors de son intervention télévisée, oui. Réintroduire du référendum, ça veut dire ajouter une élection à l'élection, ça veut dire poser des questions essentielles ou au contraire poser trop de questions et noyer un peu les Français? Oui, moi je pense que c'est plus une opération de communication de sa part que sa véritable volonté de consulter les Français parce que en réalité... Pour proposer un référendum, c'est sur la base d'un projet de loi. C'est un projet de loi qu'on soumet aux Français. C'est pas une question sur le temps d'écran au collège ou au lycée. Enfin, ça n'a rien à voir avec la conception du référendum telle qu'elle est dans la Constitution. Donc, c'est plus une vaste opération de communication. Il s'ennuyait sans doute au Palais de l'Élysée. Il savait pas ce que faire. Et puis, sur son intervention à la télévision où il a parlé pour 3 heures, je dirais, pour reprendre le sketch de Raymond DeVos, il a un peu parlé pour ne rien dire.
Il ne faut pas dévoyer finalement le référendum, c'est ça le danger aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Le référendum est un outil constitutionnel qui permet d'interroger le peuple et sur la base duquel la souveraineté populaire, puisque c'est cela dont il s'agit, doit s'exercer. Elle s'exerce par ses représentants, mais aussi par le référendum. Et à vouloir dénaturer et à tordre la Constitution dans tous les sens, Emmanuel Macron prend le risque de dénaturer effectivement, de dénaturer le référendum et de lui faire perdre de son importance. Alors, on parlait de France fracturée, en commençant avec une France, une société qui se cherche, de la violence aussi, beaucoup de violence dans cette société, on le voit à travers les faits divers ou à travers les faits de société assez souvent, et également une violence politique aujourd'hui. On a entendu, là encore, Jordan Bardella, lors de cette fête de la victoire, dire il y a tout à reconstruire, il y a tout à refaire, et nous allons le faire. Mais par où commencer finalement si j'ose vous demander par où on peut commencer. Je pense que ça commence par du bon sens en fait, appliquer la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si effectivement on applique la loi, mais juste appliquer la loi au sens strict du terme, parce qu'il y a plusieurs outils législatifs qui nous permettent d'agir en la matière. Je pense que rien qu'en faisant cela déjà, on avancera beaucoup. Sur les questions de sécurité, par exemple, on a entendu Marine Le Pen très, très offensive, là aussi, décrier un petit peu Bruno Retailleau, en tout cas les actions récentes de Bruno Retailleau, en disant voilà, il a beaucoup parlé mais il n'a rien fait. Oui, mais Bruno Retailleau, c'est le ministre de la parole, il parle comme nous. Hein, il faut le dire, il parle comme nous, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il fait rien. Il n'est pas capable de sécuriser un match de football. Hein, on l'a bien vu lors de la victoire du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions. Hein. 2 morts quand même. Deux morts, un policier rennais blessé dans le coma artificiel à Coutances, en Normandie, dans la Manche, alors que pourtant on pourrait croire ou penser que c'est pas dans les prairies normandes que ce genre d'événement puisse se produire. C'est quoi Bruno Retailleau ? C'est aussi 560 interpellations et beaucoup de relax ensuite et des peines de prison avec sursis. Quand on parle de Bruno Retailleau, moi, il y a tout de suite une idée qui me vient à l'esprit, c'est un constat d'échec en fait. C'est un constat d'échec, c'est un fiasco sécuritaire, Bruno Retailleau. Et ces violences-là, en fait, qu'est-ce qu'elles nous disent sur notre société ? Aujourd'hui, en France, on a le sentiment qu'il y a des hordes de barbares, parce que c'est ça qu'il faut dire, qui peuvent casser, qui peuvent piller, qui peuvent voler, qui peuvent agresser gratuitement, sans qu'il ne se passe rien. Même les moindres moments de fête populaire, parce que la victoire du PSG à un match de foot, c'est pas uniquement la victoire du PSG, c'est aussi le rayonnement de la France à l'international, et les moindres moments de liesse populaire où les gens sont censés être contents, joyeux. Tout cela est volé par ces gens qui se servent, parce que c'est un prétexte en fait de se servir du PSG. Je pense que ça n'a pas vraiment de lien avec le Paris Saint-Germain, ce qui s'est passé. C'est un prétexte pour casser, pour violenter. Le club l'a dénoncé du reste. On a entendu les dirigeants du club dénoncer ces violences. Bien sûr, et ils ont tout à fait raison de le faire. Ça nous dit qu'aujourd'hui tout est bon, sans qu'il ne risque rien au demeurant, on le voit bien aujourd'hui, tout est bon pour casser, pour piller, pour voler. Et effectivement, ce bilan, qu'est-ce qu'il nous dit de Bruno Retailleau ? Parce qu'il faut aussi poser cette question-là. Bruno Retailleau, ça va faire 1 an qu'il est ministre de l'Intérieur. Quel est son bilan ? Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de bilan, en fait. C'est très mauvais. Il est un peu pieds et poings liés, finalement, dans le gouvernement Bayrou, si on veut mais le défendre. Dans ce cas-là, il propose sa démission. On l'entend parler de démission sur l'histoire de la proportionnelle. Mais par contre, quand il se fait désavouer par le président de la République sur le dossier algérien, Bruno Retailleau ne dit rien. Il est là, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il dit. Par contre, quand il s'agit de la proportionnelle pour essayer de sauver les 50 sièges des Républicains à l'Assemblée nationale et au Sénat, et là, il est prêt à mettre sa démission dans la balance. Donc on a l'impression en réalité que Bruno Retailleau, il cherche plus à garder sa place que d'agir dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et
Et il faut aussi dire que Bruno Retailleau, il est ministre dans un gouvernement macroniste. Alors, effectivement, soit il a les pieds et mains liés et il démissionne, parce que le gouvernement ne lui donne pas les moyens d'agir, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas régler les problèmes et qui est là juste pour faire partie du gouvernement. D'ailleurs, il est dans le même gouvernement que Rachida Dati, ministre de la Culture, membre des Républicains, elle a toujours sa carte aux Républicains, et qui a dealé sa présence au gouvernement avec Macron pour pouvoir partir au municipal à Paris, avec le soutien de Macron et des LR. Voilà, donc je pense que tout est dit quand on évoque cela. Alors on est un peu dans la tambouille politique, c'est un peu ce que refusent les Français aujourd'hui, d'où ce climat aussi politique assez délétère à tous les niveaux. Alors j'avais envie de faire une petite aparté, vous avez vécu, vous qui êtes engagé en politique aussi, une agression assez violente à Rennes. Aujourd'hui on entend beaucoup de jeunes, ils se succèdent à ce micro de la matinale, qui n'osent plus s'engager en politique parce qu'ils ont peur de représailles. Alors c'est souvent à droite, faut bien le dire, ils n'osent plus s'engager en politique. Est-ce que là aussi, on a franchi un cap? Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce que finalement, il n'y a plus de débat? Le débat se fait à coups de poing et à coups d'agression. Vous avez raison de rappeler que la société est de plus en plus violente, et y compris en politique. Il y a moi, effectivement, mon cas personnel de ce qui s'est produit à Rennes, mais on voit une violence en politique toujours de plus en plus forte. En témoignent notamment les agressions dont bon nombre d'élus locaux peuvent faire l'objet, par exemple. Concernant les violences de l'ultra-gauche, puisque c'est de cela dont vous voulez évoquer, dont vous voulez parler, ces groupes d'ultra-gauche à Rennes et ailleurs font régner la terreur. Ils agressent les gens, ils n'hésitent pas à menacer les commerces qui accueilleraient les gens qu'ils estiment comme étant des fascistes. Ils dégradent. Ils sont anti-études finalement. Ils se servent de prétextes des luttes et des causes étudiantes pour leurs revendications, mais dans le fond, ils sont anti-études. Ils ont dégradé l'université de Rennes 2, c'est 300 000 euros de travaux. C'est aux Français encore de payer la note pour réparer les dégradations qui ont été commises à l'université. Pendant ce temps-là, un grand nombre d'étudiants à l'université de Rennes 2 n'ont pas pu aller en cours. Ils ont dû rester chez eux. Et il y a aussi tout un aspect relatif à la santé morale de ces étudiants qui n'ont pas pu aller étudier, qui ont été obligés pour certains de rester dans leur appartement étudiant où la vie n'est pas forcément facile. Donc certains parents hésitent d'ailleurs à pousser leurs jeunes, je mets tout ça entre guillemets, mais aller étudier à Rennes 2 qui est considérée comme une université pas sûre finalement. Complètement. C'est complètement le cas. Vous reprochez finalement à la justice de ne pas être assez ferme avec les fauteurs de troubles? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour prendre un exemple assez concret sur mon cas personnel, les pseudo-antifa qui sont à l'origine de mon agression et de celle de mon ami, puisqu'on était deux, la scène a été filmée par un drone. Par un drone. On sait qui a fait cela. On connaît l'identité de ces gens-là. Mais pour un problème administratif, sur l'usage du drone, la justice a décidé de tous les relaxer. Tous. Alors que la scène a été filmée. Voilà. Donc effectivement, il y a un problème de laxisme judiciaire. Vous avez un sentiment d'injustice, j'imagine? Oui, parfaitement. Complètement un sentiment d'injustice, oui, je pense que c'est le mot. Est-ce que à un certain moment vous vous êtes dit je remets en cause mon engagement en politique? Non, pas un seul instant. Ça me renforce et ça me détermine à continuer. Bien au contraire. Alors on voit aujourd'hui justement ce qu'on qualifie d'extrême gauche et d'extrême droite tendre un petit peu le paysage politique alors que les partis traditionnels ont perdu de l'influence. Vous faisiez référence à LR tout à l'heure, on pourrait parler aussi du Parti Socialiste. Est-ce qu'il y a un danger de conflagration aujourd'hui en France entre justement ces deux extrêmes, ou en tout cas la gauche incarnée par LFI et l'extrême droite, on pourrait le dire comme ça, incarnée par le RN? Est-ce que ça vous inquiète si demain, par exemple, Jordan Bardella arrive au pouvoir, ou Marine Le Pen, vous craignez qu'il y ait une bascule dans le pays? Non, je pense que les Français
faut pas avoir peur du choix des Français. Le peuple est souverain. Si demain ils nous font la confiance de nous élire, je pense que il y aura certainement des mécontents, il y aura peut-être des rassemblements place de la République à Paris, mais les Français, dans leur immense majorité, seront satisfaits de notre arrivée au pouvoir, j'en suis intimement persuadé, et ne protesteront pas. Non, je pense pas. Alors, dans l'actualité, il y a aussi ce bateau pour Gaza qui a été intercepté par l'armée israélienne et ramené dans les eaux territoriales d'Israël. On a entendu beaucoup de choses sur ce bateau, opération de com, opération de pub. Voilà, ça se voulait comme une opération humanitaire. Alors, on le sait depuis ce matin, les 7 militants qui ont été arrêtés ne souhaitent pas être expulsés d'Israël. Alors, voilà, on va suivre dans les heures qui viennent ce que va décider l'État israélien. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire d'attirer l'attention avec un bateau sur ce qui se passe à Gaza ? Non, moi je dénonce une opération de communication parfaitement scandaleuse. Se servir de la souffrance réelle des civils à Gaza, parce qu'il faut le dire, c'est une guerre, et puis la guerre, voilà, c'est horrible, et il y a vraiment une vraie souffrance pour les civils à Gaza, mais se servir de ça pour une opération de communication et de parader et de faire une croisière sur la Méditerranée, je pense que Rima Hassan, qui est député européen, on l'attendrait plus à Bruxelles et à Strasbourg à défendre l'intérêt des Européens, plutôt que de faire une croisière sur la Méditerranée et de faire cette opération de communication parfaitement et proprement scandaleuse. Avec Greta Thunberg qui était sur ce bateau, donc qui fait partie de ces militants qui ne veulent pas être expulsés d'Israël. On aurait peut-être imaginé l'entendre, Greta Thunberg, au sommet sur les océans. Oui, effectivement, plutôt que de parader comme cela et de se servir de la souffrance des Gazaouis, voilà, chacun pourrait se reconcentrer, se recentrer sur les problématiques réelles auxquelles les Européens et les Français sont concernés. Alors on entend aussi ces différents dockers dans différents ports en France qui ne veulent pas exporter de pièces pour l'armement vers Israël. Pour vous, ils ont raison de ne pas vouloir favoriser cette exportation. C'est armer Israël contre les Palestiniens ou pour vous, ça n'a rien à voir avec voilà, j'allais dire le commerce des armes, puisqu'il s'agit bien de ça aujourd'hui. Non, moi je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Je n'ai pas les détails de l'accord commercial qui a été conclu avec Israël, si tant est qu'il y en ait un. Je n'en sais rien. En tout état de cause, voilà, Israël, il y a un commerce effectivement d'armes avec la France. Je pense que Israël n'est pas uniquement armé par la France. Il y a aussi d'autres puissances étrangères, voilà, qui interviennent dedans, et je ne crois pas que c'est grand-chose à voir. Il faut trouver une solution diplomatique à ce qui se passe là-bas. On le voit aujourd'hui. On entend beaucoup aussi la France être pointée du doigt en disant voilà, il n'y a plus, on en a parlé d'ailleurs à ce micro, il n'y a plus de réseau diplomatique valable qui puisse peser aujourd'hui au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a urgence? Alors si demain, là encore, le Rassemblement national gagne les élections, est-ce que ce sera une des priorités de reconstituer ces réseaux diplomatiques, de refaire entendre la voix de la France? Absolument, c'est une nécessité de redonner une voix singulière, parce que la France a une voix singulière en diplomatie. Effectivement, c'est un chantier important de redonner à la France sa voix singulière parmi le concert des nations. Voilà tout. Voilà, donc là encore, une possibilité d'aller vers la paix si on introduit cette notion de diplomatie. Oui, mais la reconnaissance aujourd'hui d'un État palestinien n'est pas possible, parce que reconnaître un État palestinien, ça voudrait dire légitimer le gouvernement du Hamas, et comme c'est une organisation terroriste, on se le refuse, bien évidemment. Alors on va parler un petit peu plus proche de nous, si j'ose dire, et de local avec les élections de 2026. Ça va arriver très vite, on l'aura compris. On sait que les états-majors des différents partis politiques sont déjà, allez, si j'ose dire, pour prendre un terme un peu guerrier, en grande manœuvre. Comment ça se passe au Rassemblement national? Vous êtes déjà dans les starting blocks pour ces élections municipales, donc là qui vont
concerner le terrain, qui vont concerner directement les Français? Parfaitement, nous sommes en train de nous préparer très activement à ces élections qui sont extrêmement importantes parce que la grande impulsion que nous voulons apporter au pays en 2027 à travers les élections présidentielles qui arrivent ne pourra se faire que si on fait rentrer dans les conseils municipaux des élus du Rassemblement national, de l'UDR et du RPR en grand nombre, parce que la politique nationale doit aussi s'imbriquer dans le cadre des caractéristiques locales qui concernent les 36 000 communes de France. Alors, il y a des villes, ici ça nous concerne directement en Bretagne, il y a des villes à gauche, on pense à Brest, on pense à Rennes, ce sont de grands enjeux. On peut imaginer demain une alternance qui se traduirait par l'arrivée du Rassemblement national justement dans ces conseils municipaux en grand nombre? Parfaitement, oui, on peut tout à fait imaginer une alternance avec l'arrivée de nombreux conseillers municipaux RN dans de nombreuses villes en France. Alors justement, ça demande une préparation. J'imagine aussi que les jeunes sont sur le terrain. Comment ça se traduit? Vous apportez vos idées, vous travaillez avec les différents états-majors du RN dans les villes concernées? Oui, tout à fait, on mène campagne, absolument. On tracte, on colle, les bonnes vieilles opérations de militantisme, mais ça fonctionne et on montre qu'on est là et qu'on va gagner. Alors justement, gagner, c'est gagner contre l'insécurité. On l'entend souvent au RN. On vous reproche d'ailleurs d'être souvent sur les questions d'immigration, d'insécurité. Est-ce qu'il y a aussi le volet social aujourd'hui à prendre en compte sur le terrain? On entend beaucoup les administrés. Alors là, peut-être un peu plus dans les campagnes où le RN d'ailleurs souvent engrange des voix qui se plaignent de ne plus avoir de services publics, de ne plus avoir de transports ou pas des transports qui ne sont pas adaptés. Est-ce que c'est là aussi sur ces questions-là que vous allez travailler? Oui, bien sûr, le volet social est extrêmement important. C'est une composante de notre programme présidentiel. C'est ce que Marine avait présenté aux Français en 2022. Nous, on n'attend pas que le contexte s'y prête pour en parler. On a toujours parlé de ce volet social qui est extrêmement important pour nous. Alors d'ailleurs, souvent on a reproché au RN d'aller un peu sur le terrain de la gauche en disant voilà, ils veulent nous piquer un petit peu, allez, on va dire ce qui fait notre substance. Vous le revendiquez, ce côté social? Parfaitement, la gauche n'a pas le monopole du volet social, oui, tout à fait. Sur un autre volet, on a parlé tout à l'heure, on a dit un petit mot des océans. Aujourd'hui, il y a l'environnement aussi qui préoccupe beaucoup les Françaises et Français. Ça nous préoccupe aussi, nous, en Bretagne. Et les jeunes, la jeune génération, c'est un petit peu nouveau, ça, au RN. On parlait pas beaucoup d'environnement avant. Non, je crois qu'on en a toujours un peu parlé. On a toujours eu des positions claires sur l'environnement, sur l'écologie. Nous, on est pour l'économie localiste et on est contre justement le mondialisme, contre l'ultralibéralisme à outrance à cause duquel on fait importer des jeans qui sont fabriqués à partir de coton d'Amérique, qui sont assemblés en Chine et qui reviennent en Europe pour être vendus. Donc nous, on a toujours parlé d'écologie en réalité. Voilà. Voilà, donc là aussi le programme se prépare. Éloine Racineux, responsable du Rassemblement national de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Bain de Bretagne, Redon, voilà, je le dis, et Guichen, voilà, je le dis pour nos auditrices, nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine, était avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre invitation. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.